Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Le Bénin reçoit 144 000 doses de vaccins AstraZeneca contre la COVID-19. La réception de ce premier lot de vaccins s'est déroulée dans la soirée de ce mercredi à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantini de Cotonou. Vous suivrez le point dans ce journal. Formation des officiers de police judiciaire sur les infractions en période électorale. C'est une initiative du ministère de la Justice. Nous en parlerons dans cette édition. Cela fait 10 ans jour pour jour que le Japon a été frappé par le plus violent séisme, un tremblement de terre qui a déclenché un tsunami meurtrier suivi de l'accident nucléaire à la centrale de Fukushima. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin a reçu ses premières doses de vaccins contre la COVID-19. Au total, 144 000 doses de vaccins AstraZeneca grâce au dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé. La réception a eu lieu ce mercredi à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantini en présence du ministre de la Santé. Suivez ici le point avec Carole Olaye et Damien Pedro. La réception de ce premier lot de vaccins AstraZeneca restera une étape importante dans la riposte nationale contre la COVID-19 au Bénin. Composé de 144 000 doses et du matériel d'inoculation dont 145 000 seringues et 1 450 boîtes de sécurité, ces doses de vaccins reçues entrent dans le cadre de l'initiative COVAX, fruit de la coopération internationale visant à soutenir les efforts des gouvernements bénéficiaires du projet. Pour contrer la pandémie de la COVID-19, ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins, nous permettront de couvrir pratiquement 70 000 cibles. Ce lot fait partie d'une première arrivée, bien sûr, parce que d'autres vont suivre pour atteindre les 790 000 prévus pour le Bénin. Je voudrais rassurer les populations que parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement de l'épidémie, les autres agents également qui sont dans les structures sanitaires, les patients âgés, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Et pour les différents organismes membres du groupe COVAX, la distribution équitable et gratuite de ces vaccins reste une priorité. Je pense qu'il y a effectivement de quoi être fier dans notre lutte contre cette pandémie, car l'initiative COVAX a démontré combien ensemble nous sommes plus forts et combien ensemble nous pourrons mobiliser nos ressources techniques et financières pour pouvoir adresser les défis que cette pandémie nous pose. Ces vaccins sont fabriqués sous licence de Serum Institute of India, qui fabrique d'ailleurs la plupart des vaccins du programme élargi de vaccination. L'initiative COVAX regroupe l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Gavi, CEPI, la Banque mondiale et bien d'autres partenaires ici présents et ailleurs. Nous avons aussi à sensibiliser la population pour la vaccination et il nous faut encore dérouler la campagne vaccinale. C'est pour ça que je réitère l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement et les acteurs sur cette voie-là. À la date du 8 mars 2021, on dénombre au Bénin 6 501 cas enregistrés avec 81 décès. Des chiffres à la hausse qui exigent le renforcement des mesures barrières. La date du démarrage de la campagne de vaccination sera connue ultérieurement à la suite de la formation des différents acteurs impliqués, a laissé entendre le ministre de la Santé Benjamin Rompati, qui a également rassuré de la bonne qualité du précieux liquide. Rencontre hebdomadaire des ministres ce mercredi 10 mars. Plusieurs décisions sont issues
de ce Conseil des ministres. Il s'agit entre autres de la création du Fonds de développement pétrolier, de la réhabilitation du réseau de diffusion FM de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin au RTB. Voici le point avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Le Conseil a adopté le décret portant création du Fonds de développement pétrolier, puis les décrets relatifs à la nomination des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel et de ceux du comité de suivi de la mise en œuvre du contrat de délégation de gestion du complexe Parc W Bénin. Au titre des communications, réalisation des études d'aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches. Le gouvernement a entrepris de réaliser ces études pour conforter la vocation touristique de la route des pêches, notamment sa phase 2, dont les servitudes d'emprise doivent être dégagées. Cette mission est donc destinée, entre autres, à faire un état des lieux de la zone, élaborer le plan d'aménagement foncier de la partie rurale en vue de dégager des disponibilités nécessaires à l'installation des infrastructures de viabilisation, proposer et délimiter les zones cibles d'intervention qui devront faire l'objet de plans d'aménagement, réaliser les documents d'urbanisme à appliquer assortis des règlements d'urbanisme y relatifs, définir les règles particulières de gestion du domaine public, réaliser le master plan global du périmètre de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah, en mettant notamment en exergue les périmètres de remembrement, l'emprise de l'infrastructure routière et ses servitudes. Définir les mécanismes financiers et d'opérationnalisation. Proposer les dispositions institutionnelles pour la gouvernance urbaine de ces quartiers, ainsi que les tableaux des rôles et responsabilités des acteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à la bonne exécution de la mission par le cabinet retenu à cette fin. Réhabilitation du réseau de diffusion FM de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB. Le programme de couverture intégrale du territoire national a permis de doter l'ORTB de 36 centres d'émission en 2009. Mais le taux de couverture de la radio, qui était de plus de 95%, est descendu à 40% à peine en raison des conditions d'exploitation des équipements de diffusion qui n'ont pas été conformes aux recommandations prescrites. De fait, la réception des programmes du service public n'est plus garantie pour les populations et connaît de fréquents effacements de la radio en modulation de fréquence FM. Pour y remédier, une mission d'inspection dépêchée à cet effet a conclu à la nécessité d'une réhabilitation en urgence du réseau FM pour diffuser dans les conditions optimales au moins 2 radios, à savoir Radio Bénin et Radio Bénin Alafia dans la région méridionale, puis Radio Paracou et Radio Bénin Alafia dans la partie septentrionale. Dans le cadre de la tenue des élections présidentielles du 11 avril, le ministre de la Justice a organisé une séance d'échange avec les officiers de police judiciaire ce mercredi 10 mars. Objectif, les former sur les infractions qui peuvent être commises au cours d'une période électorale. Carnot François Ngoubeli-Rinto et Damien Pedro pour le compte rendu. Nous sommes réunis ce matin pour échanger sur les dispositions pénales relativement au code électoral, au code numérique, au code de l'information et de la communication. Ainsi se présente l'objectif de cette formation à laquelle les officiers de police judiciaire ont été conviés ce mercredi 10 mars 2021 au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Initié par le ministère de la Justice en cette période électorale, ces assises sont une occasion d'information et d'échange entre les membres du ministère public et les OPJ. Après la communication de Pierre Riffon,
procureur général de la Cour d'appel de Cotonou sur le thème le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique. Les participants ont eu droit à un résumé succinct sur les tests qui doivent être utilisés en cette période électorale par Gilbert Togbono, directeur de cabinet adjoint du ministère. Le code pénal, le code du numérique, le code de l'information. Et nous, parquetiers, nous devons avoir à l'œil la lettre circulaire du garde des Sceaux portant politique pénale du gouvernement. Il a également rappelé les deux grandes stations qui ont fait objet du développement du communicateur. Nous avons la station concernant les infractions en matière électorale, première station. La deuxième, la station concernant le traitement judiciaire des infractions électorales. En ce qui concerne la première station, il a parcouru deux branches. La branche concernant les atteintes courantes et celle concernant des faits commis au moyen de TIC. Je le disais tantôt, ils nous ont renvoyé dans la deuxième station, laquelle concerne d'abord les officiers de police judiciaire, ensuite les membres du ministère public, les procureurs et substituts, et enfin les juges. Il va sans dire que chacun des acteurs, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, les membres du ministère public et les juges, sont tous informés des types d'infractions qui peuvent être commises en cette période électorale et mieux la procédure judiciaire prévue par les tests dans le cas d'espèces. Gilbert Togbono, directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice, a également éclairé l'assistance sur le sort réservé à un journaliste qui commet une infraction en période électorale. On le suit. Quand il s'agit d'infractions commises par les journalistes, par les TIC, lorsque le journaliste utilise le numérique, il a dit tout à l'heure, 558, oui. L'article 558 du Code du numérique nous renvoie à votre loi, le Code de l'information. Et c'est cette loi qui est appliquée aux journalistes, la procédure par citation directe, lorsque ces faits rentrent dans la diffamation et dans l'injure. Au-delà, c'est la procédure éditée par l'article 304 du Code de l'information et de la communication. Le parquet, une fois saisi, le procureur général l'a dit tout à l'heure, mettra tout pour que la procédure de flagrance soit respectée avec la comparution immédiate. Et les audiences seront prévues à cet effet. Et lorsque le juge sera saisi, il lui revient également d'aller avec diligence, avec promptitude, pour que la décision soit rendue sur le siège. Il a rappelé, il est intéressant que les incidents de procédure, parce qu'en cette matière, les gens peuvent soulever, pour retarder la procédure, les incidents de procédure, que les incidents soient joints. Au fond, à l'exception, bien sûr, de l'incident, de l'exception d'inconstitutionnalité. En interactualité, cela fait exactement 10 ans, jour pour jour, que le Japon a été frappé par le plus violent séisme, un tremblement de terre qui a déclenché un tsunami meurtrier suivi de l'accident nucléaire à la centrale de Fukushima. Une minute de silence a été observée dans tout le Japon en mémoire de cette triple catastrophe. Suivez. Un séisme sous-marin de magnitude 9, puis une vague de 23 mètres de haut qui s'écrase sur la côte nord-est du Japon, emportant tout sur son passage. Le bilan humain est lourd, près de 20 000 morts et 2 500 disparus. Les villes sont dévastées, 165 000 habitants sont déplacés. Au tsunami succède un accident nucléaire qui donnera son nom à l'événement, la catastrophe de Fukushima. À 12 km de la ville, une centrale nucléaire est inondée par la vague, provoquant une fusion partielle des...
La situation sanitaire est dramatique au Brésil. Plus de 2000 personnes sont décédées en une journée, un record depuis le début de la pandémie. La situation a poussé le président Bolsonaro à porter un masque qu'il a toujours minimisé. Un bilan qui continue de s'alourdir. Le Brésil vient de dépasser un nouveau record avec près de 2300 nouveaux décès en 24 heures. Le nombre de nouvelles personnes infectées ne cesse lui aussi d'augmenter. Le pays compte désormais plus de 11 millions de personnes contaminées au Covid-19. Les hôpitaux sont saturés. À Sao Paulo, des mesures de restriction sanitaire ont été annoncées. Une phase rouge durant laquelle les commerces jugés non essentiels sont fermés. Des mesures jugées tardives et insuffisantes par les habitants. Nous sommes dans la phase rouge des restrictions et les gens continuent. La musique continue, les fêtes continuent, principalement avec les jeunes. Et si nous ne sommes pas conscients de ce qui peut arriver aux personnes à l'intérieur de la maison, la phase rouge deviendra une phase noire. Les politiciens ont mis longtemps à agir et quand ils l'ont fait, il y a eu un affrontement politique qui a fini par avoir beaucoup d'effets. Nous en payons le prix. Pour les gens pauvres, c'est difficile, ils ont dû fermer des magasins. Il y a beaucoup de chômeurs et les politiciens sont en grande partie responsables de tout cela. Après de nombreuses mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé, ce mercredi, l'Organisation panaméricaine de la santé a elle aussi fait part de son inquiétude. Nous sommes préoccupés par la situation au Brésil. Elle nous rappelle à la gravité de la menace de résurgence. Les régions durement touchées par le virus dans le passé sont encore vulnérables à l'infection aujourd'hui. De son côté, chose rare, le président brésilien a porté un masque en public. Jair Bolsonaro, qui jusque-là minimisait la gravité de la pandémie, a vanté les efforts de son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement fédéral n'a pas ménagé ses efforts face à la pandémie, n'a pas économisé les ressources pour soutenir tous les États et municipalités. Le Brésil fait sa part. Le gouvernement fédéral a montré qu'il travaillait durant la pandémie. Un discours qui arrive quelques heures après les critiques de l'ancien président Lula da Silva, l'icône de la gauche dont les condamnations pour corruption ont été annulées par la justice en début de semaine. Lula da Silva a demandé aux Brésiliens de ne pas faire confiance à Jair Bolsonaro. Je me ferai vacciner et militerai pour la vaccination afin que les gens ne suivent aucun des commentaires du président imbécile ou du ministère de la Santé. Une campagne de vaccination qui a démarré tardivement et qui avance lentement dans cet immense pays de 212 millions d'habitants. Pour l'instant, seuls 4,2% de la population ont reçu une première dose de vaccin. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. Le thème pandémie a été employé il y a juste un an par l'Organisation mondiale de la santé au sujet de la Covid-19. L'organisation se défend d'avoir sonné l'alarme trop tard en ne désignant le nouveau fléau comme pandémie que le 11 mars 2020. Suivez. L'Organisation mondiale de la santé a-t-elle trop tardé pour tirer la sonnette d'alarme ? Le 11 mars 2020, l'OMS qualifiait pour la première fois la situation sanitaire de pandémie. Un an plus tard, des critiques émergent sur le temps mis par l'institution pour alerter le monde au début de la crise sanitaire. De hauts responsables se défendent et pointent du doigt certains pays qui auraient fait sourde oreille. Donc je pense que nous devons nous demander si nous devons peut-être crier plus fort, mais peut-être que certains ont besoin d'un appareil auditif. Nous faisions de notre mieux pour informer chaque jour sur la situation, informer le monde sur ce que l'on savait de ce virus, sur les dangers de ce virus et dire dès le départ qu'il s'agissait d'un virus dangereux et que les systèmes d'urgence sanitaire devaient être activés. Les premiers cas de Covid-19 ont été recensés en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Pour autant, le 23 janvier 2020, l'OMS ne recommandait, je cite, « aucune mesure sanitaire particulière concernant les voyageurs ». Une semaine plus tard, l'institution décrète l'alerte mondiale.
La propagation du virus s'accélère et l'institution qualifie la situation de pandémie près d'un mois et demi plus tard, le 11 mars 2020. WHO has been assessing this outbreak. L'OMS a évalué cette pandémie 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, ainsi que par les niveaux alarmants d'inaction. Nous avons estimé que la crise du Covid-19 peut être caractérisée comme une pandémie. Vient ensuite la question des masques. Jusqu'au 5 juin dernier, l'OMS ne recommandait pas le port du masque dans l'espace public, tout en laissant le soin aux États d'évaluer leur situation et les risques au cas par cas. C'est d'ailleurs sur la base de leur absence de recommandation que la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, se basait en avril 2020. Je suis les recommandations qui sont en vigueur. Nous prendrons une décision pour l'éventuelle extension du port du masque dans toute la population dès lors que nous pourrons la bâtir sur un consensus scientifique. Il n'y a pas aujourd'hui de consensus scientifique en la matière. Cette crise sanitaire a également été l'objet de tensions entre les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé. En juillet dernier, Donald Trump claquait la porte de l'institution, lui reprochant d'avoir minimisé l'ampleur de la pandémie. Dès son élection, Joe Biden est quant à lui revenu sur cette décision. Un choix apprécié du côté de l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous félicitons de l'engagement du président Biden à ne pas se contenter seulement de réintégrer la famille de l'OMS, mais aussi à travailler de manière constructive avec l'OMS, ses États membres et le système multilatéral pour mettre fin à la pandémie et relever les nombreux défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Avec l'ampleur de cette crise sanitaire, l'OMS pourrait commencer à se réformer dans les mois à venir. En janvier, un groupe d'experts indépendants appelait à apporter des changements au sein de l'institution. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.